Mon regard a traversé la fille russe dans son tailleur croisé, qui débitait locution après locution dans sa langue incompréhensible. Et j'aurais voulu de tout mon cœur pouvoir me glisser dans son corps et passer le restant de ma vie à aboyer des locutions. Je n'en serais peut-être pas plus heureuse pour autant, mais je serais un petit caillou efficace au milieu de tous les autres cailloux. Puis Constantin, la Russe et le groupe d'hommes qui discutaient là-bas, derrière leur micro, ont semblé disparaître dans le vague. Je voyais leurs bouches s'ouvrir et se fermer sans un bruit, comme s'ils étaient sur le pont d'un navire en partance, m'abandonnant au milieu d'un silence immense. J'ai commencé à additionner toutes les choses que je ne savais pas faire. J'ai commencé par la cuisine. Ma grand-mère et ma mère étaient de si bonnes cuisinières que je leur laissais tout faire. Elles essayaient toujours de m'apprendre quelques recettes, mais je ne faisais que regarder en répétant « Oui, oui, je vois ». Leurs instructions entraient par une oreille et sortaient par l'autre, comme de l'eau, si bien que je ratais systématiquement tous mes plats et personne ne me demandait de recommencer. Je me souviens de Jodie, ma meilleure et seule amie à la fac, la première année. Un matin, elle m'a préparé des œufs brouillés chez elle. Ils avaient un goût particulier et quand je lui ai demandé ce qu'elle avait ajouté, elle m'a dit du fromage et du sel aromatisé à l'ail. Je lui ai demandé qui lui avait appris. Elle a répondu « Personne, ça lui était venu comme ça ». Il faut dire qu'elle avait le sens pratique et qu'elle était licenciée en sociologie. Je ne savais pas non plus taper à la machine. Cela signifiait que je ne pourrais pas trouver un bon boulot après mes études. Ma mère me répétait sans cesse que personne ne voulait d'une fille avec pour seul diplôme un diplôme de lettres. Par contre, un diplôme de lettres et une bonne maîtrise de la sténo, ça, c'était autre chose. On se la disputerait. Tous les jeunes cadres dynamiques se l'arracheraient, et elle noterait, en sténo, lettres passionnantes après lettres passionnantes. Mon problème, c'était que l'idée de servir les hommes de quelque façon que ce soit m'horripilait. Je voulais dicter moi-même mes lettres passionnantes. En plus de ça, les petits signes de sténo que j'avais vus dans le livre de ma mère me semblaient aussi déprimants que les signes T qui désignent le temps ou S, la distance totale. Ma liste ne s'arrêtait pas là. Je dansais comme un pied. Je n'avais ni le sens du rythme, ni celui de l'équilibre, et en cours de gym, quand il fallait marcher sur une poutre étroite avec un livre sur la tête et les bras écartés, je tombais à chaque coup. Je ne montais pas à cheval, je ne skiais pas, deux sports que je rêvais de pratiquer, parce que c'était trop cher. Je ne savais ni parler allemand, ni lire l'hébreu, ni écrire le chinois. Je n'aurais même pas su situer sur la carte la plupart des petits pays perdus que représentaient ces hommes de l'ONU que j'avais en face de moi. Pour la première fois de ma vie, assise au cœur du bâtiment insonorisé de l'ONU, entre Constantin qui savait jouer au tennis et interpréter simultanément, et la fille russe qui connaissait tant de locutions, je me suis senti terriblement inadapté. En réalité, je l'avais toujours été, mais ce n'était que maintenant que je m'en rendais compte. La seule chose pour laquelle j'étais doué, c'était décrocher des bourses et des prix, mais cette ère touchait à sa fin. Je me sentais comme un cheval de course dans un monde dépourvu d'hippodrome, ou comme un champion de football universitaire soudain confronté à Wall Street et à un costume cravate, ses jours de gloire réduits à une petite coupe en or posée sur sa cheminée, avec une date gravée dessus, comme sur une pierre tombale. Je voyais ma vie se ramifier sous mes yeux comme un figuier. Au bout de chaque branche, un avenir merveilleux, tel une grosse figue violacée, me faisait des clins d'œil. L'une des figues était un mari, un foyer heureux avec des enfants. Une autre figue était une poétesse célèbre. Une autre, un brillant professeur. Une autre encore, E.G., la formidable rédactrice en chef. Une autre, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Une autre figue encore, Constantin, Socrate, Attila et une ribambelle d'amants aux noms étranges et aux professions extraordinaires. Il y avait aussi une figue championne olympique et au-dessus, bien d'autres figues que je ne distinguais même pas. Je me suis vu assise sur la fourche de ce figuier, mourant de faim simplement parce que je ne parvenais pas à décider quelle figue j'allais manger. Je les voulais toutes, mais en choisir une signifiait perdre toutes les autres. Et tandis que j'étais assise là, incapable de trancher, les figues commençaient à pourrir, à noircir, et une à une elles tombaient mollement par terre, à mes pieds.